Bonjour et bienvenue à ce troisième module de formation SOS Éducation au leadership vertueux avec Alexandre Avard, fondateur de l'Institut du leadership vertueux. Alexandre, dans un précédent épisode, vous nous avez parlé des 4 grandes vertus fondamentales, des grandes vertus classiques que l'on trouve chez les Grecs et aussi des 2 vertus spécifiques qui sont les vertus du leader, cet appétit de grandeur, cette magnanimité et cette humilité, cet esprit de service. Alors ce que je voudrais vous demander aujourd'hui pour un éducateur, pour un professeur, pour un chef d'établissement, mais aussi pour tous les éducateurs, qu'est-ce que c'est la différence entre ces vertus et ce qu'on pourrait appeler son tempérament? Le tempérament, c'est l'aspect biologique de la personne. C'est-à-dire qu'une personne est constituée d'un tempérament et d'un caractère. L'aspect biologique, donc le tempérament, c'est quelque chose qui t'est donné par la nature, par Dieu, pour ceux qui sont croyants. Le caractère, c'est quelque chose que tu développes, c'est quelque chose que tu multiplies, c'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis que tu es tout jeune, depuis que tu as l'exercice de ta propre liberté. Donc le tempérament est quelque chose qu'il ne faut pas changer, c'est quelque chose c'est un don que tu as. Chaque tempérament est sublime, chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses. J'explique beaucoup ça à mes étudiants, ils adorent ça parce qu'ils aiment bien connaître leurs forces et leurs faiblesses biologiques. Tu vois, chaque tempérament c'est une tension, c'est une direction. Et heureusement qu'il y a des tempéraments très différents, sinon la vie serait mortelle. Tu t'imagines que des mélancoliques, ou que des colériques, ou alors que des flegmatiques. La vie serait vraiment abominable. Donc cette multiplicité des tempéraments biologiques est quelque chose de très très beau, de tout à fait nécessaire. C'est une grande complémentarité qu'on voit dans la société grâce au tempérament. Mais c'est pas tout le tempérament. C'est une grande partie de notre existence. Mais sur ce tempérament, c'est sur ce tempérament que l'on crée le caractère. Le mot caractère est un mot grec. Le mot caractère, ça veut dire un sceau. C'est un sceau qui est scellé sur le tempérament afin que le tempérament cesse de dominer ta personnalité. Donc une personne qui n'a pas de caractère est victime de son tempérament. Il est comme un animal. L'animal, il a un tempérament, mais il n'a pas de caractère. Il n'a pas de spiritualité, il n'a pas de vertu morale, il n'a pas ses habitus moraux. Et donc, il est limité, l'animal. Alors que l'être humain, lui, il crée donc le caractère sur le tempérament, et ce caractère lui permet de devenir une personne tout à fait extraordinaire. Donc, le caractère, c'est la liberté. Le tempérament, c'est un don, mais c'est pas un signe de liberté. Par contre, le caractère, oui, c'est le fruit de l'exercice de ta propre liberté. Donc, nier le caractère, en fait, c'est tomber dans le déterminisme. C'est dire, tu as fait ça, tu penses comme ça, parce que tu as cette constitution biologique, puis c'est tout. Donc les matérialistes, ils aiment parler du tempérament, mais ils ne parleront jamais du caractère. Tu vois ? Par contre, tu as des gens que moi j'appelle les spiritualistes ou les volontaristes, qui sont des gens qui aiment parler beaucoup du caractère, mais ils nient complètement l'existence du tempérament, ou du moins ils n'en parlent jamais. Et là, c'est un gros problème. Parce qu'ils exigent alors des personnes des choses que tu n'as pas le droit d'exiger, parce que cette personne, soit elle est différente, elle est mélancolique ou elle est flegmatique, et tu ne peux pas exiger d'un colérique ce que tu peux exiger d'un flegmatique ou d'un mélancolique. Et ça, c'est des choses dans l'éducation qu'il faut absolument avoir conscience, sinon on détruit les gens. Donc il faut faire attention, il ne faut pas tomber ni dans le déterminisme biologique, ni dans le spiritualisme qui nie l'existence du tempérament. Il faut avoir conscience qu'il y a ces deux, le tempérament et le caractère. Mais alors du coup, ce tempérament, il prédispose quand même à l'exercice plus ou moins facile de certaines vertus. Voilà, alors là, on rentre dans le vif du sujet. En fait, c'est le cœur du leadership vertueux. C'est une fois que tu te connais biologiquement, c'est-à-dire que tu connais ton tempérament, tu arrives à voir quel est ton tempérament prédominant et ton tempérament secondaire, parce qu'en principe, les gens ont deux types de tempéraments, un prédominant et un secondaire. Quelles sont les vertus qui, dans ta vie, vont être un véritable défi, un challenge? Et là, tu peux expliquer clairement. Par exemple, 4 petits exemples tout simples. Tu vois que le grand défi pour un colérique, c'est l'humilité. Pourquoi ? Parce que le colérique, c'est l'action qui est, je dirais, le moteur de son existence biologique. Le moteur biologique de son existence, chez un colérique, c'est l'action. Il a besoin biologiquement d'action. Sans action, il meurt. Tu vois ? Donc, ce qui se passe, le biologique, c'est le manager. Il est né manager. Donc, ça veut dire pour lui, l'objectif, c'est d'arriver à... L'objectif de sa vie, c'est toujours atteindre des résultats matériels, faire des choses, faire avancer des choses. Donc, le colérique, c'est une personne qui est née manager. Mais il n'est pas né leader, parce que personne ne naît leader. Il est né manager. Mais pour devenir un vrai leader, donc pour pratiquer ces 2 vertus dont je t'ai parlé, qui sont l'humilité et la magnanimité, donc la grandeur et le service, lui, ce qu'il faut qu'il fasse,
En principe, pour la grandeur, il n'y a pas trop de problème, puisqu'il veut faire avancer les choses, mais il oublie les gens. Très souvent, il fonce vers l'objectif, et les gens qui sont autour de lui, qui sont avec lui dans le processus, souvent il les détruit ou il les utilise pour obtenir un résultat. Tu vois, parce qu'il a les yeux fixés sur le résultat. Et il oublie qu'il y a aussi des êtres humains qui sont en train de travailler. Et très souvent, ce que tu vois chez les colériques, ils obtiennent leur résultat, mais tu regardes ce qui se passe autour du résultat obtenu, et bien il y a des cadavres. Et les cadavres, c'est qui? C'est pas les cadavres des ennemis, c'est les cadavres des membres de ton équipe. Ils sont morts, parce que tu ne les as pas servis. Tu ne les as pas aidés à se développer dans le processus de réalisation des résultats. Tu vois? Donc, les colériques, ils ont beaucoup besoin d'humilité, qui est la capacité de servir l'autre, de faire attention aux personnes, plus qu'aux choses. Le mélancolique, c'est un peu l'inverse. Le mélancolique, c'est une personne profonde, c'est une personne c'est l'idéaliste. Le mélancolique, c'est l'idée qui l'intéresse, plus que des résultats concrets ou matériels. Et donc lui, tu vois, ce dont il va avoir besoin, le mélancolique, il va avoir besoin d'audace pour réaliser ses idées. Parce que ces idées, elles sont à l'intérieur de lui-même. C'est une personne profonde, elle jouit de ses idées. Elle est absorbée par ses sentiments, elle est absorbée par ses pensées, elle est absorbée par ses émotions, et elle n'a pas besoin de les faire sortir de lui-même. De lui-même. Donc, le mélancolique, il va se rendre compte assez rapidement, dans le système de leadership vertueux, que lui, le grand défi de sa vie, ça veut être de forger la vertu d'audace. Il faut qu'il passe à l'action. Sinon, sa vie va s'effondrer, et il ne pourra jamais être un leader. Tu vois, il garde tout à l'intérieur, il faut qu'il sorte, il faut qu'il serve. Il a des très belles choses à l'intérieur de lui-même, mais il faut qu'il les manifeste à l'extérieur pour le service du bien commun. Le sanguin, lui, c'est quelqu'un il aime les personnes, il aime les hommes. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer énormément et il aime être avec les gens. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Les sanguins, on le connaît, les Italiens, la grande majorité des Italiens sont sanguins, par exemple. Beaucoup d'Espagnols sont colériques dans Don Quichotte. Les mélancoliques, c'est surtout en Russie que tu en trouves, dans les pays slaves. Et puis, même s'il y en a en France, il y a un gros mélange de tempéraments. Pourquoi? Parce que c'est un melting pot biologique, la France, du nord, du sud, tu vois, des Germains et des Latins. Donc il y a un peu de tout en France. Alors le sanguin, celui qui aime bien être avec les gens, etc., l'esprit d'aventure, etc., ce dont il va avoir besoin, c'est d'endurance. Parce que le sanguin, biologiquement, il est porté vers le changement tous les jours, toutes les minutes. Tu lui dis quelque chose, il est absolument fasciné par ce que tu lui dis. Il dit, je suis prêt à donner ma vie pour ça, mais le lendemain, il donnera sa vie pour autre chose. Et il ne voit pas que c'est pas cohérent. Donc le sanguin, il va avoir besoin d'une partie de cette vertu de courage qu'on appelle l'endurance. C'est la capacité de commencer et de terminer. Tu vois, tu commences, mais tu termines. Tu trouves une idée extraordinaire, il faut que tu la mettes en pratique, il faut que tu ailles jusqu'au bout avant de passer à une autre idée. Donc tu vois, c'est le grand défi du sanguin. Et le grand défi du flegmatique, le flegmatique, c'est souvent une personne très rationnelle, une approche de la réalité tout à fait rationnelle, scientifique, il aime la précision, etc. Mais tu vois que chez les flegmatiques, le problème qui se passe très souvent, c'est l'absence de rêve. L'absence de rêve. Alors eux, le grand défi pour eux, c'est vraiment la magnanimité. La magnanimité est quelque chose que des flegmatiques peuvent développer et qu'ils doivent développer s'ils veulent devenir des leaders. Donc tu vois, chaque tempérament a un défi réel. Et là, il faut bien se connaître. La connaissance de soi est très importante pour savoir comment est-ce que moi je vais constituer mon caractère. Parce que le caractère, tu ne le constitues pas dans l'air ou entre la terre et le ciel. Le caractère, tu le constitues sur la base d'un tempérament précis. Et donc la formation de la personne, le développement personnel, les exigences personnelles, la direction pour ta vie, en termes d'exercice de ta liberté, dépend énormément de ce tempérament biologique que tu as. Donc il faut que tu te connaisses bien pour que tu arrives à découvrir, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi pour être un leader vertueux? Et ce que moi je dois faire n'est pas forcément ce que toi tu dois faire. Tu vois? Donc on part finalement de cet impératif qui est encore un impératif grec, connais-toi toi-même, et le leader ou l'éducateur, puisque les deux termes sont presque réciprocables si je vous entends bien, c'est avant tout quelqu'un qui a travaillé sur ce qu'il était lui pour pouvoir ensuite sortir de lui-même et évoluer sur les points de faiblesse de son tempérament. Peut-être que ça pourrait être l'occasion de notre prochain épisode consacré justement sur la façon dont on peut travailler sur ses vertus pour arriver à mieux se connaître et ensuite à se développer comme leader. Je vous donne donc rendez-vous pour un 4e épisode de cette formation au leadership vertueux avec Alexandre Ravard de l'Institut du leadership vertueux.